Bonjour et bienvenue dans De l'écrit à l'écran, le podcast qui, ce mois-ci, va mordre à pleines dents dans la jugulaire de ces œuvres littéraires qui se font une toile. C'est beau. Merci Delphine, c'est très gentil, j'apprécie. Pour m'accompagner dans cette tâche ardue, je suis une fois de plus rejoint par ma Dream Team, Delphine et Thierry. Salut Delphine, est-ce que tu as prévu l'eau bénite, les pieux et les chapelets de gousse d'ail, telle une Buffy des temps modernes, prête à affronter les démons de minuit ? J'en ai toujours dans les poches. Bien, ça va bien sinon ? Oui, tout va bien, merci, toi aussi ? Ouais, oui, écoute, ça va plutôt bien, ça va plutôt bien. Et toi Thierry, toi qui es surnommé par d'aucuns le Van Helsing rouge, penses-tu qu'on peut considérer que le vampirisme n'est en fait qu'une allégorie du capitalisme sauvage ? Salut camarades, au pluriel. Oui, bien sûr, le vampirisme n'est ni plus ni moins que l'œuvre capitaliste mise en exergue dans un milieu... T'emballes pas, hein, c'était fort pour moi. Voilà, oui. Franchement, je pense qu'on peut trouver un lien. Vous l'aurez deviné, chers auditeurs, ce mois-ci, nous allons traiter d'une œuvre de la littérature fantastique qui aborde la thématique du vampirisme. Un best-seller qui a fait école en son temps, Entretien avec un vampire. L'œuvre du mois a été choisie par notre chère Delphine. Delphine, pourquoi ? Et pourquoi pas. J'ai lu Entretien avec un vampire il y a 3-4 ans et j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre. En plus, c'est une œuvre classique que beaucoup connaissent, qui a eu son adaptation avec de grandes stars du cinéma, comme on pourra le voir tout à l'heure. Et voilà, j'avais envie qu'on relise le livre et qu'on revoie le film ensemble pour en parler. D'accord. Bon, comme vous vous en souvenez, on va d'abord parler du livre avant de parler du film et ensuite on parlera plus ou moins des différences entre les deux œuvres, histoire que ce podcast ait un quelconque intérêt. À propos du livre, Delphine, tu vas nous en faire le résumé puisque c'est toi qui l'as choisi. Alors, le résumé, ça va être un peu long, mais je pense que c'est important pour donner un peu de matière, qu'on donne un peu les détails. Donc c'est un livre qui fait un peu plus de 500 pages en édition Pocket et qui est coupé en 4 parties, sachant que la dernière partie c'est vraiment l'épilogue qui est très court, donc il y a surtout 3 parties principales. Dans la première, on va découvrir Louis, qui est un humain qui porte la culpabilité de la mort de son frère. Il y a Lestat, qui est un vampire, qui a l'air d'être un vieux vampire, qui voit en lui en fait une parfaite victime et qui le transforme en vampire afin de l'utiliser et de profiter de sa compagnie, de ses terres, de son argent. Donc tout ça, ça se passe au XVIIIe siècle. On se rend rapidement compte, en tout cas, Lestat est décrit vraiment comme une personne perverse, ambiguë, cruelle. Et les deux hommes vont vivre... Un fiefé connard. C'est ça. Et les deux hommes vont vivre un peu comme un couple déséquilibré. Et au bout de quelques décennies, quand Louis va espérer, en tout cas va trouver l'énergie de quitter Lestat, et Lestat va lui faire symboliquement un enfant. Et en fait, à deux, ils vont transformer une toute petite fille en vampire. Cette petite fille, c'est Claudia. Et en fait, ils vont vivre ensemble comme une famille, encore une fois, un peu particulière, puisqu'il y a toujours l'ombre de Lestat qui plane et qui est très oppressante, en fait, et qui tire un peu les rênes. La petite fille, elle a 3-4 ans au moment de sa mort, et en fait, elle est bloquée dans ce corps d'enfant, donc elle va vieillir, mûrir, apprendre des choses, devenir une adulte dans sa tête, mais son corps va rester bloqué à l'état d'enfant. Et quand elle va réaliser ça, ça va la rendre un peu folle de rage. Elle va beaucoup en vouloir à ses créateurs et notamment à Lestat, et elle va le tuer, donc tout simplement. Louis il a un peu une position... C'est un résumé ou tu nous racontes le livre ? Je vous raconte tout le livre, c'est chiant. Mais je vais quand même continuer parce que je crois que c'est oui, important pour qu'on puisse en parler. Je sens que tu es parti. Je suis à fond. Donc Louis... Salut, c'est Terry le monteur. Comme le résumé de notre chère Delphine était très très long, je me permets de vous offrir un petit interlude musical histoire de faire passer la pilule. Merci à vous tous et très bonne écoute. Et voilà, le livre se termine comme ça. C'était un très long résumé.
Je ne sais pas si on peut appeler ça un résumé. Non, alors, Mais merci. C'est peut-être un très long résumé détaillé. Mais merci Delphine. Thierry, est-ce que tu aurais 2-3 choses à nous dire sur faire une espèce de petite remise en contexte de cette littérature? Le vampire dans la littérature, on va dire, pour faire simple, que la tradition vampirique dans la littérature classique fait sa première apparition en poésie au XVIIIe siècle, très exactement en 1748. Il va ensuite intervenir dans la fiction à travers le mouvement littéraire dit gothique, et ce sera en 1797, La fiancée de Corinthe par Goethe. Le premier texte anglais répertorié, c'est The Vampire de John Stagg, et il date de 1810. Alors le premier succès, vraiment le premier livre qui fait vraiment date et dont on peut encore trouver trace dans plusieurs anthologies récentes, le vampire était inspiré à la base de la légende et de la vie de Lord Byron. Il est considéré comme le premier texte à mettre en scène un vampire dans son acceptation quasi moderne, telle qu'on peut la concevoir encore aujourd'hui. En France, pas mal d'auteurs français vont suivre un petit peu la ligne définie par le vampire. On peut citer dans des nouvelles, essentiellement, Théophile Gautier et Paul Féval, pour ne citer que. Hors de France, on retrouve aussi le thème du vampire chez Hoffmann, et aussi chez Tolstoï. En 1872 paraît un livre, un court roman, assez essentiel, me semble-t-il, d'un auteur irlandais, Sheridan Le Fanu. Ça s'appelle Carmilla. Et pour la première fois, la sexualité du vampire est abordée de manière très directe, puisque Carmilla, la vampire du roman, est manifestement lesbienne. Alors, tu dis que la sexualité est abordée très directement. J'ai pas lu Dracula, mais c'est pas déjà un roman très sensuel et très sexuel ? Si, mais il ne va intervenir que 17 ans après Carmilla. Ok, excuse-moi, je suivais pas. Drop the mic. Alors là. Oui, non, mais c'est révélateur. Non, mais parce que... Delphine, t'as essayé. Mais t'as dit 72, donc j'ai cru que c'était il y a... T'as essayé, Delphine. Le dernier. Non, mais c'est pour beaucoup de gens, le roman fondateur, et puis c'est vrai que c'est le roman fondateur, c'est Dracula, mais il a été précédé de pas mal de petits frères. Non, mais Delphine a joué, Delphine a perdu. Écoute, ça nous arrive à tous. Donc voilà, 1897, Bram Stoker, Dracula, la base. Et puis il faudra attendre 1976, les amis, quasiment 100 ans, pour que Anne Rice apporte sa pierre à l'édifice dans ses chroniques des vampires, dont Entretien avec un vampire est le premier volume. 20e, 21e siècle, bon, moi, personnellement, je trouve que ça fait dodo un petit peu, le thème du vampire, tel qu'il est traité actuellement. Moi, j'avoue que je m'y retrouve pas trop, mais ça n'engage que moi, c'est mon avis personnel. C'est très différent, mais alors de là à dire ça fait dodo, ça ne te plaît pas. Voilà, mais, voilà. Moi, mais ça en tout m'endort. cas, c'est très dynamique. Au contraire, oui, il y a une production énorme. Voilà. Je pense qu'il n'y a jamais eu une production aussi énorme. On peut parler de toute la beatlit, voilà, j'en parlerai pas, je connais très mal. Je peux citer La Communauté du Sud de Charlene Harris, qui a donné la série TV True Blood. Ah, d'accord. Ouais. Ah bah je vois qu'on est deux. Et en 2005, Twilight de Stephenie Meyer. Après, alors j'ai lu ni l'un ni l'autre, mais True Blood, la série a trouvé un écho quand même extrêmement favorable auprès d'une certaine audience. Et Twilight, on n'en parle même pas. C'était. Oui. Après, chacun ses goûts, mais effectivement, c'est un phénomène on peut pas... aussi bien littéraire que cinématographique qui a quand même une importance indéniable. Et que je ne nie pas. Et malgré le désespoir de mes chers camarades, nous les traiterons aussi un jour. Ouais. Bon, alors, cela étant dit, qu'est-ce qu'on en a pensé de ce... Ah non, pardon. Cela étant dit, est-ce qu'on... Attends, ne mets pas la charrue Attendez, avant les bœufs. je vais terminer mon olive. On peut peut-être parler d'Anne Rice un peu.
Bah oui, Delphine, merci. Donc Anne Rice, elle est née avec un prénom de garçon. Elle s'appelait Howard parce qu'elle est née dans une famille qui était à la fois très pieuse et très perchée apparemment, et où la culture avait beaucoup de place. Et son père s'appelait Howard et sa mère a trouvé que c'était une bonne idée du coup d'appeler sa fille Howard comme son père. Donc elle s'est appelée Howard en tout cas les premières années de sa vie, et en fait en entrant à l'école, quand la maîtresse lui a dit « Comment tu t'appelles ?», elle a répondu « Je m'appelle Anne ». Elle sait pas pourquoi elle a dit ça. Mais sa mère n'a pas corrigé et du coup, tout le monde s'est mis à l'appeler Anne, et elle a changé officiellement son prénom une dizaine d'années plus tard. Avec un E. Oui. Vraiment à la française. Oui, c'est vrai. C'est ça qui est intéressant. Donc elle est née en 41 et elle est décédée récemment. Il me semble que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans maximum. Ce qu'on sait d'elle, et je pense qu'on peut en parler, que ça peut être important dans le cadre de ce roman en particulier, c'est qu'elle a eu une fille qui est décédée à l'âge de 6 ans d'une leucémie. Et puis quelques années plus tard, elle a eu un garçon, Christopher, c'est ça, tu me disais son prénom ? Il me semble que c'est Christopher. Christopher Rice, du coup. Avec qui elle a coécrit, je crois, ses derniers romans, en fait. Ok. Donc voilà, Anne Rice, elle a une éducation très pieuse, et vers la fin de sa vie, en tout cas sur les 20 dernières années, elle est vraiment revenue à cette éducation qu'elle avait, et Alors pieuse et catholique, c'est important parce qu'elle est américaine, mais elle n'est pas protestante, elle est catholique. Ouais. Mais si en plus on insiste autant sur ça, parce qu'en vrai on s'en fout de ses croyances, c'est surtout qu'il y a un vrai décalage entre la personne qu'elle aurait pu être et ce qu'elle écrit en fait, où elle est très très libérée. Entretien avec un vampire et tous les livres, tous les passages que j'ai pu lire et tous les livres que j'ai lus d'elle montrent à chaque fois. Elle montre la sexualité, c'est ouvert, elle fait des livres très sensuels et parfois même un peu limites. Et non mais oui, en fait elle fait des livres vraiment très limites, même clairement limites, oui, des fois. Et notamment des relations adultes-enfants qui sont vraiment douteuses. Donc il y en a une dans Entretien avec un vampire, et il y a pire dans d'autres livres, et encore je pense que je n'ai pas tout lu. Donc voilà, c'est pour ça que c'est peut-être important de souligner cette dissonance entre l'image qu'elle donne d'elle et ce qu'elle écrit en fait. Surtout qu'elle a également écrit une trilogie, Les Infortunes de la Belle au Bois dormant, qui est érotique, qui est pornographique, on peut le dire. Enfin, moi, j'ai trouvé que le bouquin était très sadien. Ça m'a vraiment fait passer à certaines œuvres du Marquis de Sade. Pornographique que de l'érotisme. Oui, ah oui, carrément. Ouais. Bref, tu as d'autres choses à dire sur Anne Rice ? Sur Anne Rice, non, je pense que j'ai tout dit. Et moi, il faut vraiment que j'arrête de manger en même temps que tu parles. Je Écoute, parle. c'est nature peinture aujourd'hui, ok ? Surtout, pardon ? C'est nature peinture aujourd'hui. C'est-à-dire ? Eh ben, on est au naturel, on arrive sans avoir préparé l'épisode et on mange des cacahuètes dans le micro. Ok, je connaissais pas cette expression, j'aime bien, c'est nature peinture, c'est joli, c'est mignon. Bon, une fois que tout cela est dit, eh ben on va aller dans le dur. Et qu'est-ce qu'on en a pensé de ce bouquin ? Alors je vais commencer par Thierry. Qu'est-ce qui te fait marrer comme ça, Delphine ? Ton enchaînement avec tout ce qu'on vient de dire, et on va aller dans le dur, pardon. Alors, je n'y avais pas. Ok. Et ben voilà, ça c'est dit, c'est fait. Bravo Delphine. Bon, si on parlait du style littéraire de l'auteur et de pourquoi... Comme ça, je mange des cacahuètes. Vas-y. Si vous entendez grignoter... Parce que t'en as pour 2 heures encore. J'espère que ça va être un peu plus court. Alors là, ça va pas vraiment être sur le style littéraire, mais plutôt sur ce qui fonctionne en fait dans ce livre, ce qui fait que ça marche. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, En Poche, c'est un roman qui fait 500 pages, donc c'est quand même un gros livre. C'est écrit plutôt petit. Seulement 4 parties, sachant que la dernière, c'est vraiment un épilogue. Donc en fait, finalement, il y a 3 parties dans ce livre, et dans ces parties, il n'y a aucun chapitre. Donc en gros, c'est un peu la blague qu'on s'est fait avec Thierry juste avant d'enregistrer. On était là, mais en fait, où on met notre marque-page, qu'on a l'impression qu'on peut jamais s'arrêter. Et précisons, sans vouloir te couper, Delphine, c'est qu'à la base, Anne Rice, quand elle a commencé ce manuscrit, elle avait pour ambition de faire une petite nouvelle qui traiterait de vampires. Alors, je crois même, je ne sais pas si l'anecdote est juste, mais je crois même qu'elle l'avait écrite, cette nouvelle, mais jamais terminée, qu'elle avait fait ça à l'école ou pendant ses études, et donc elle l'a repris quelques années plus tard. Tranquillou bilou, une petite nouvelle qui va changer toute la face des vampires.
Du coup, ces chapitres très longs, enfin du coup c'est même pas des chapitres, ces parties qui sont très longues, c'est un peu à double tranchant. Soit on est vraiment pris dans le livre et on peut pas s'arrêter, soit au contraire ça peut rebuter. Je pense que c'est quand même un livre qui s'adresse aux gens qui ont l'habitude de lire et qui aiment lire. Et je dis pas ça uniquement pour les parties, je pense aussi au niveau de l'écriture d'Anne Rice qui est magnifique, qui est très riche, qui est très dense, mais c'est aussi une plume qui est complexe, qui est travaillée. Elle a une écriture qui est sensorielle en fait. Anne Rice, on voit, on sent, on entend, on est vraiment dans l'univers. Alors, ok. T'es pas ok? Non, vas-y, dis-le. Eh ben, Ose, on t'écoute. Merci. Mais bon, peut-être on en parlera plus tard. Mais personnellement, je trouve cette écriture magnifique, mais elle ne me fait ressentir aucune émotion. D'accord. Tu reconnais le style, mais effectivement, voilà, je ne rentre pas dedans. Zéro émotion. Ah Donc, oui. c'est le D'accord. truc qui m'a. Même quand probablement- Claudia meurt. Oui. Et c'était le Mais truc. t'es monstrueux. Ah non, mais j'étais très déçu parce que je savais que ça allait arriver. Ah ouais, alors moi pas du tout. C'est marrant parce que alors moi je qualifierais, je suis d'accord avec toi Delphine, et je qualifierais même le style de Anne Rice de complètement immersif. Je veux dire, on a tendance à dire quand on fait quelque chose avec beaucoup de facilité, oh là là, je me suis baladé. Eh ben moi je me suis baladé dans le livre, mais vraiment, je veux dire, j'ai ressenti l'odeur des ruelles, la nuit, toutes les senteurs, tout ça, j'étais dedans. La coupure aussi, parce qu'en fait, c'est un peu on est beaucoup sur cette psychologie, cette philosophie du vampire. Et Louis, en fait, il a été humain pendant longtemps. Et il dit, moi, j'ai jamais revu un coucher de soleil. Et il explique quand il va au cinéma pour la première fois, quand le cinéma arrive et qu'il voit un coucher de soleil en noir et blanc. Ah, ça, je suis pas sûr. Non, c'est dans le livre. Non. Ah non, c'est dans le film. C'est dans le film. D'ailleurs, c'est naze. Non, c'est pas naze. Ah, Franchement, si, c'est naze. ce passage est super bien quand il voit le soleil. La magie du cinéma, Ouais. là, ça devrait t'interpeller. C'est pareil, ça m'a pas Les frères Lumière. Ça m'a absolument pas touché. Mais Bref. non, alors j'apporterai un petit bémol à ce que je viens de dire. Quand elle a une longue description de la Nouvelle-Orléans du XVIIIe siècle, où là, effectivement, oui. Ah oui. Là, j'y étais, quoi. C'était un truc. Ah ouais. Là, j'étais dedans. C'était. Mais en fait, c'est dès qu'elle est dans l'émotion humaine, je dirais. Enfin, humaine, oui, puisque justement, Louis reste très humain. Ouais. Dès qu'elle est dans le ressenti, là, ouais, ça ne marche pas. Mais par contre, elle a des descriptions où, oui, c'est beau, quoi. C'est magnifique. Et elle a un moment, je crois, ça fait 2-3 pages rien que sur la Nouvelle-Orléans, et là, t'y es, quoi. T'y es, effectivement, et comme tu dis, Thierry, t'as les parfums, tu as tout. Mais tu vois, de la même manière, les stats, ils me fatiguent, mais ils me fatiguent pas parce qu'ils me saoulent, ils me fatiguent parce qu'en fait, allez, quoi, passons. Vous savez à qui m'a fait penser les stats? Il m'a fait penser à Vegeta. Alors, Mais Thierry en fait, je l'imaginais tout le temps défiguré, genre pas content. Ah J'aime beaucoup, il y a de ça, ouais. Tu connais pas Non, Dragon Ball Z? C'est coacherait Dragon Ball. Ah, d'accord. Non, mais moi, tu disais les relations entre les personnages. Pour moi, les stats, c'est un pervers narcissique. mais carrément. Écoute, Ah, mais carrément. Je compte en parler. Archétype du pervers narcissique. Ouais, Regarde mes notes. c'est vraiment Voilà. ça. Et Donc, Vegeta est-il un pervers narcissique? Bonne question. Il y a quelque chose qu'on n'a pas dit au niveau de la narration, c'est qu'en fait, comme son titre l'indique, c'est vraiment un entretien avec un vampire. Donc, le livre s'ouvre en fait sur un journaliste dans une chambre d'hôtel à San Francisco dans les années 70. C'est pas précisé, mais je pense puisque le livre a été écrit dans les années 70. Et il enregistre Louis qui raconte sa vie à la première personne du singulier. Si vous voulez, on a page 9, je vois, dit le vampire. Et Il y a on prend même ça pas de comme mystère, postulat de quoi. départ, C'est et le- puis voilà. C'est d'entrée de jeu. Et là, on comprend que c'est une autre époque, une autre époque, en tout cas une époque moderne, parce qu'il y a une voiture par la fenêtre, etc. C'est tout?
Non, je n'ai pas fini de parler, pardon, je renverse la table. Je pense que ça aussi, donc ce livre a beaucoup fonctionné parce qu'il a donné la parole aux vampires, parce qu'il a humanisé le vampire. Donc c'est en tout cas, une des premières fois où un livre va émerger et arriver vers le grand public, en donnant la part belle au vampire, qui va être perçu comme quelqu'un de presque humain, en tout cas, auquel on peut s'identifier. Vous qui lisez plus que moi, et notamment, je pense, plus de choses récentes, le style, à votre avis, il est encore moderne, il est pas entre moderne. guillemets, il est, voilà, non, parce que tu dis que c'est... Il est pas moderne, mais l'histoire aurait pu être racontée un peu de cette manière à notre D'accord. époque. Ça aurait été écrit aujourd'hui, il y aurait des chapitres super courts, il y aurait beaucoup plus de dialogue, ça serait plus dynamique. Mais en tout cas, l'histoire en elle-même, la manière dont elle est racontée, les relations entre les personnages, ça pourrait même être une série aujourd'hui, quoi. Merci Delphine pour toutes ces précisions. Je crois qu'on a encore beaucoup de choses à dire les uns comme les autres. On va plus parler de notre ressenti en tant que tel, même si j'ai l'impression qu'autour de cette table, c'est un peu du 2 contre 1. Donc... Delphine, je te demande quand même qu'est-ce que t'en as pensé de ce livre ou pas, parce que j'ai l'impression que t'as pas trop aimé en fait. En fait, en vrai de vrai, j'ai une relation assez ambiguë. Alors pas juste à ce livre, à Anne Rice en général, parce que je la trouve très bizarre parfois, et en même temps, je trouve sa plume très addictive et ses histoires très immersives. Moi, ce qui m'a beaucoup dérangé, c'est le personnage de Claudia, mais je pense qu'on sera tous d'accord pour le dire. Il est à la fois mystérieux. Alors, c'est pas mystérieux le terme que je cherche. Mais en gros, on a envie de comprendre, on a envie de disséquer ce personnage. Et en même temps, il y a beaucoup de scènes qui sont... Ce mot n'est pas du tout français, mais il y a beaucoup de scènes qui sont très malaisantes. C'est un néologisme. Donc, il est devenu français. Oui. Donc pour la vraie petite mise en contexte, pour ceux qui n'ont pas lu le livre depuis longtemps ou qui ne l'ont pas lu tout court, Claudia, c'est la petite fille que Louis et Lestat vont transformer ensemble en vampire. Sachant que dans le roman, c'est une petite fille qui a environ 5 ans. Oui, on c'est est ça. quand même vraiment c'est vraiment sur, une toute petite fille, voilà. Elle est dans son lit à barreaux, c'est vraiment un bébé en fait. Ouais, on est vraiment sur quelque chose. Et une fois qu'elle est spécial. transformée en vampire, Louis parle d'elle dans ces termes, je les ai mis entre guillemets, c'est mon amante, mon amoureuse, il la désirait, il la voulait contre lui, ils dormaient tous les deux dans le même cercueil. Oui, il y a un parallèle, page 161, c'est père et fille, amant et amante. Thierry, du coup, tu nous as pas dit ton feeling, non, mais sur le bouquin. Sur le bouquin. Et moi, parce c'est que un livre. C'est la partie là, c'est la partie où on dit si on a aimé, si on n'a pas aimé, si. Voilà. Oui, moi j'ai aimé. Delphine, elle a aimé, je crois. En fait, si t'avais pas compris, Delphine. J'ai beaucoup aimé ce livre. J'en étais à ma 2e lecture. Oui, alors t'en étais à ta 2e lecture parce que tu es le plus âgé d'entre nous. Et moi aussi, c'était une relecture. Je l'avais lu à 3-4 ans. Okay. T'as pas écouté mon intro ? Si, c'est vrai. Ouais. Maintenant, je m'en souviens. Ouais. Donc, j'avais juste envie de lui envoyer une vanne sur le fait qu'il est vieux. C'est pas une question d'âge, c'est une question de culture, Max. Tu comprendras plus tard. C'est une question de culture. Et paf, j'avais lu Lestat le vampire, j'avais vu le film Entretien avec un vampire qui m'avait donné fort envie de lire le livre. Et l'ayant déjà lu, en ayant un souvenir très 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 fort, je savais ce qui allait arriver et j'étais pas dans l'état d'esprit de me dire ouais non mais c'est là qu'il se passe ceci, qu'il se passe cela, mais dans l'état d'esprit de me dire là il va se passer ceci, cela, comment qu'elle l'amène, comment ça vient comme ça. Et je l'ai redécouvert en fait ce livre. Je l'ai redécouvert. C'est vraiment 2 lectures complémentaires. Voilà. Après pour ce qui est du film, ce sera dans la 2e partie. Et toi Maxime, t'en as pensé quoi de ce livre ? Alors, moi, je vais être un peu le... Casse-burne. Ouais, enfin, je Il en faudra toujours un de toute façon. Si ne pas partager votre avis, ça veut dire être casse-burne. Je vais être le casse-burne. Non, j'ai adoré ce livre. Je vais pas mentir. Mais je pense que je ne l'ai pas autant adoré que vous. Je suis heureux de l'avoir lu parce que c'est un très beau livre. Parce qu'effectivement, elle a une écriture très riche. Donc,
c'est un bouquin qui demande quand même un minimum d'attention, quoi. C'est pas un, Oui, c'est un livre qui se mérite. Voilà, c'est un livre qui se mérite et qui a effectivement un style qui n'est pas obligatoirement extrêmement moderne, ce qui lui donne beaucoup de qualité, mais qui effectivement fait que c'est pas une lecture easy, quoi. Je crois pas qu'on ait dit le mot clairement, hein, mais il y a un vrai truc. Par contre, il y a une vraie problématique par rapport à la pédophilie. Moi, je trouve dans ce bouquin qui m'a quand même vraiment intrigué. Il y a des choses qui sont étonnantes. Il y a des comportements inappropriés en fait, et mais on va même au-delà, des descriptions on va, complètement voilà, inappropriées. On va au-delà du comportement inapproprié. On est vraiment dans quelque chose de. Je vois que tu n'as pas lu la saga des sorcières. Ah mais en plus vu ce que tu nous en as dit, c'est presque soft en fait. Vu ce que tu nous en as dit, je serais intrigué hein, de le lire, mais je vais déjà faire un petit break là sur Anne Rice. Mais c'est vrai que ça questionne quoi, et en même temps c'est assez extraordinaire de se rendre compte qu'en 1976 on pouvait écrire des choses comme ça. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ça serait publiable à nouveau. Non, je pense pas. Ou alors ça passerait complètement sous les radars, enfin ça serait jamais mis. Non, je pense que ça déclencherait un joli tollé. Voilà, on est quand même que dans le. Il n'y a pas de scène de scène à caractère sexuel. Enfin, il n'y a pas de rapport sexuel décrit dans le. On ne lit le terme sexe qu'une seule fois dans le bouquin. Oula. Et c'est avec un petit garçon quand même. Page 350. La raideur de son sexe contre ma jambe. Oui. Je me rappelle pas du tout ça. Oui. Ah, ok. Mais voilà, c'est la seule fois où il y a peut-être une deuxième fois après, mais je l'ai pas renoté parce que je me suis dit qu'une seule ça suffisait. Donc voilà, il y a cette chose-là. Justement, là, je pense à quelque chose pour rebondir sur des choses qui ont été dites précédemment. On l'a dit, c'est le vampire qui parle tout le temps. Oui. Ok. C'est Louis qui parle tout le temps. Louis est né au XVIIIe siècle. Oui. Donc le vocabulaire, les tournures de phrases que Anne Rice va utiliser, comme elles émanent d'un personnage né au XVIIIe siècle, se doivent d'être d'une facture XVIIIe siècle. Dans les rapports, il parle pas de manière très naturelle. Voilà. On est d'accord. Et dans les rapports entre personnages, il faut quand même voir que le XVIIIe siècle, alors surtout en Europe, je sais pas aux États-Unis, mais c'est quand même le siècle du libertinage. Voilà. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire ? Donc, comme convenu, on va maintenant parler du film, puisque c'est le principe du podcast. Je ne sais pas si vous vous souvenez, les amis, hein, on parle d'abord d'un livre, on parle ensuite du film. Jingle. Réalisé en 1994 par Neil Jordan, Entretien avec un vampire ressemble aujourd'hui plus à la carrière de Christian Slater et d'Antonio Banderas qu'à celle de Tom Cruise et Brad Pitt. C'est un film qui accuse les années et qui donne l'impression d'avoir flotté dans le bayou tel le corps de Lestat. On va rentrer un peu plus sur les détails techniques, mais je pense qu'on va aller directement dans le vif du sujet en parlant tous les trois de ce qu'on a plus ou moins ressenti, parce que on a déjà beaucoup parlé du livre, sur lequel on avait plus de choses à dire, il me semble. Et on en a pas mal parlé en off avant l'enregistrement. Et en fait, on est un peu sec sur ce film qui est une œuvre effectivement assez particulière. Delphine, tu es d'accord avec moi, on n'a pas vraiment besoin de faire un résumé ? Non, parce que c'est un peu ce qu'on disait aussi en off. Il y a Anne Rice qui est aux commandes du scénario et du coup le film est plus ou moins calqué sur le livre. En tout cas, c'est la même trame. Il y a quelques arrangements pour pouvoir accélérer un peu les choses, mais en gros, je sais plus quelle comparaison j'avais faite tout à l'heure. Ah oui, j'avais dit on a écrémé le livre. Mais voilà, c'est exactement ça, quoi. Il y a plus rien, il y a plus de crème, c'est plus que le verre de lait. C'est un film qui a probablement des qualités. On les a pas trop vues, on les a pas trop trouvées, mais
Mais c'est un film assez fade en fait par rapport à la puissance du livre. Je crois qu'on ne les voit plus en fait. Je pense qu'en fait le film a pas traversé les âges. Je pense que c'est surtout ça. Le film a très mal vieilli, moi, il me semble. Il y a une grande équipe technique. Il y a un grand photographe qui s'appelle Monsieur Philippe Rousselot, qui a participé à La Reine Margot, qui a participé au dernier Tim Burton, donc qui sont pas obligatoirement les meilleurs, mais qui ont quand même toujours des factures techniques en termes de lumière qui sont loin d'être dégueulasses. C'est quelqu'un qui bosse bien. De la même manière, c'est Dante Ferretti qui est au décor. Dante Ferretti, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Martin Scorsese, avec Tim Burton aussi, avec Zeffirelli, avec Terry Gilliam, avec Jean-Jacques Hano, avec Fellini, avec Pasolini. C'est un monsieur qui a du bagage et qui sait faire des décors qui ont de la gueule. Le vrai sujet de ce film, en fait, moi il me semble, c'est Neil Jordan. Donc Neil Jordan, c'est un réalisateur irlandais. C'est un monsieur qui a beaucoup traité dans son cinéma de l'histoire de l'Irlande et de l'histoire de l'Irlande notamment à travers les problématiques, comment dire, aide-moi Thierry, de l'IRA et de tous les mouvements révolutionnaires et indépendantistes. Problématique politique. Problématique politique, merci Thierry. Neil Jordan, c'est quelqu'un qui a fait des films comme The Crying Game, Michael Collins. The Crying Game, c'est un film du début des années 90 qui avait beaucoup marqué son époque parce qu'il traitait, entre autres, de l'IRA, mais aussi de la transsexualité. Donc c'est quelque chose qui va revenir assez régulièrement dans l'œuvre de Neil Jordan, de traiter soit de l'homosexualité, soit de la transsexualité. Donc en ça, c'est un auteur qui est intéressant parce qu'il aborde des problématiques, des sujets qui sont pas toujours évidents, surtout à l'époque quand il le faisait. Aujourd'hui, c'est devenu plus facile. Mais en fait, Neil Jordan, c'est aussi un réalisateur qui je trouve, ne marque pas vraiment la rétine, quoi. Et typiquement, je sais pas si vous serez d'accord avec moi ou non, mais en fait, je veux dire, après avoir revu le film, désolé, c'est ça, quoi. Enfin, il y a rien d'époustouflant. Alors, Kirsten Dunst, elle est sublime. Elle est magnifique. Elle est sublime. Tom Cruise, oui, si, je le trouve extraordinaire. Bon, il en fait des caisses, mais les stats ont fait des caisses. Oui, voilà, mais c'est exactement ça. C'est et que il ça, joue les stats. Voilà, Brad Pitt. Alors tu me diras, c'est peut-être parce qu'il joue Louis. Oui, et tu n'as pas aimé Louis, donc il est encore plus chiant dans le film. Alors si, deux choses d'abord. Deux choses purement esthétiques. Tom Cruise, ok, extraordinaire. Mais Tom Cruise blond avec les yeux bleus, c'est pas possible. En fait, ce type, je ne sais pas pourquoi, il faut pas lui mettre une perruque et des lentilles, quoi. Ça moi, ne passe pas. Je te coupe sur ce sujet. J'ai aussi trouvé, excuse-moi, je peux te couper. Je t'y autorise. Je t'y autorise. Je crois que ces costumes que portent tous les acteurs sont monstrueux, mais volontairement pour montrer à quel point, en fait, ils ne ressemblent pas à des gens. Mais en tout cas, tu vois, tout de suite dans le film, on comprend qu'on est dans de la pure fiction avec des êtres qui ne sont pas de la beauté, de la beauté attendue, qui ne sont pas dans les critères de beauté humains. Et par contre, entre eux, ils se trouvent très beaux. Brad Pitt, alors pour continuer sur les histoires de perruques, Brad Pitt, mais c'est quoi cette perruque ? C'est quoi cette coupe de cheveux que le mec se trimballe pendant tout le long du film ? Il ressemble à rien. C'est absurde. C'est absurde. Je ne comprends pas. En plus, ils sont censés être séduisants. Je trouve que sa perruque est pourrie. Tu lui diras. Je t'interromps parce que au niveau des perruques, au niveau des perruques, moi j'ai un truc à dire. Celle de Banderas, elle me rappelle une serpillière que j'ai bien connue, tu vois. Alors Banderas, on est d'accord qu'il n'est pas du tout à la hauteur du Armand décrit par Anne Rice. Mais que fait Banderas ici ? Banderas, c'est d'une nullité, mais c'est affligeant. C'est un acteur qui était capable de tellement mieux, surtout à cette époque. Mais il n'était pas à sa place dans ce film, je crois. Non, mais je suis entièrement d'accord. Il est plat.
Il est plat. Alors, mais pourquoi Banderas? Je veux dire, pourquoi Banderas il est là? C'est pour avoir en fait un casting. C'est pour avoir un casting de beaux gosses du début des années 90. Non, mais c'est un casting de superstars. Ils ont dû mettre le pognon. Alors c'est là où c'est intéressant, c'est qu'en fait il faut pour le coup remettre dans le contexte aussi. Oui, Tom Cruise à ce moment-là est une superstar et pourtant Tom Cruise finalement ne fait que la moitié du film et il n'a pas le lead. Le lead c'est bien Brad Pitt et Brad Pitt en fait est au tout début de sa carrière. C'est son premier film vraiment. Alors c'est pas le premier film où il a le premier rôle puisqu'il y avait dû avoir avant le film de Robert Redford et Au milieu coule une rivière. Ça va être son premier grand succès à Brad Pitt. C'est Brad Pitt à ce moment-là, c'est la star montante. Tom Cruise, il est déjà, il est déjà bien en place. Et pourtant c'est rigolo, ça. Je m'en rendais pas compte à ce point, mais en fait ils ont 1 an d'écart tous les deux. Et Banderas, c'est pareil en fait. Mais c'est comme Christian Slater. Hein. Christian Slater à l'époque, donc Christian Slater qui joue le journaliste, à l'époque c'était True Romance, un lead dans True Romance. Ça allait être Broken Arrow. C'était un acteur dont on cherchait à faire quelque chose qui n'y a jamais réussi. Pourtant, c'est pas un mauvais acteur. Après, le personnage d'Armand a un rôle très important dans le livre. Dans le film, il a été tellement... Oui. Il a été charcuté. Hein. Ah ouais. Il a été charcuté. Hein. C'est un personnage... qui est ce type qui a envie de le suivre, en fait Mais... Balai, avec une tête de serpillère. Je m'étouffe avec une cacahuète. C'est les risques du métier. Non, mais il y a un truc qui est marrant. Je vais devoir parler un peu comme ça si on veut que ça avance. Je sais pas si vous vous souvenez que effectivement après qu'ils aient rencontré Armand, Louis et Claudia, merci, rentrent à leur hôtel. Et Claudia dit à Louis, oui, mais j'ai bien compris que tu avais envie de le suivre, que tu étais amoureux. Alors elle le verbalise pas exactement comme ça, etc. Mais en fait, elle nous verbalise ce qui était dans le livre. Mais qu'on ne voit absolument pas dans le film. Et c'est là où je vais retaper un petit coup sur Neil Jordan. C'est qu'en fait, Neil Jordan ne fait pas de mise en scène et rien ne passe par la mise en scène dans ce film. Ce film est pompeux, ce film est blindé de dialogues. Et en fait, le cinéma, c'est pas du théâtre. C'est pas filmer des gens qui parlent. Le cinéma, c'est faire de la mise en scène, c'est faire ressentir des émotions par l'image et le son. Et en fait, rien ne passe jamais par l'image et le son. Pour le coup, dans le livre, la description de la pièce de théâtre qui se passe au Théâtre des Vampires, qui est d'une violence extraordinaire et où on ressent tout ce que Louis ressent et où pour le coup là je vous rejoins entièrement sur de l'émotion. Là il y a de l'émotion. Oui, là il y a de l'émotion dans le livre parce que Louis il est vraiment il est tétanisé, il est choqué, il est dans un truc où, et c'est Claudia qui le retient. Il y a vraiment un truc très très puissant. Mais dans le film, mais alors, en plus d'être kitsch, bon, on peut imaginer qu'il y avait la volonté de faire un hommage au théâtre du Grand Guignol. C'est clairement un hommage au théâtre du Grand Guignol. Mais c'est nul, c'est pas mis en scène. On filme ça en plan large de très loin. On fait à un moment un plan moyen, effectivement, quand la jeune nana, une actrice française, d'ailleurs, comme par hasard, c'est une actrice française qu'on met complètement à poil et qui n'a pour rôle que de se faire mettre à poil et d'être mordue à la fin par tous les vampires. Mais bref, enfin, cette scène est d'une nullité absolue. Je crois que je vais terminer là-dessus parce qu'après, sinon, je vais me déchaîner sur ce truc. Et en plus, ça me fait du mal de me déchaîner là-dessus parce que ça me fait me dire que j'avais vraiment des goûts de chiottes quand j'avais 15 ans, puisque j'avais le souvenir d'avoir quand même bien aimé ce film. Juste revenir en fait sur des choses que tu as dit là, je veux dire. En apportant quelques petites précisions, notamment sur la scène sur la pièce de théâtre dans le film. Il n'y a aucune tension. Tu parlais d'hommage au Grand Guignol, mais le Grand Guignol, c'est absolument pas ça. Là, on est dans une espèce de Grand Guignol boulevardesque. Ouais. C'est-à-dire que oui, mais encore du très mauvais boulevard. Moi, c'est marrant parce que
J'ai gardé le souvenir de cette pièce dans le livre comme étant une pièce muette dans sa première partie. Effectivement. Et là, ça aurait été fort, Oui, quoi. tout Je est veux sur dire. du décor. Voilà, tout est là. Mais là, on a des petites scénettes. Donc non, c'est pas du Grand Guignol, c'est pas ça du tout. Le Grand Guignol, c'était beaucoup plus osé. Ouais, Je veux dire. Mais globalement, c'est ça, le film, il est tiède. Oui, non, mais là, c'est rien. C'est pas du théâtre. C'est pas du Grand Guignol, c'est pas du boulevard, c'est rien. C'est rien. Voilà Non, mais je pense que quand je dis, je pense que c'est la vision du Grand Guignol par un Américain. Bah oui, mais enfin, Sachant en plus que, encore une fois, je le répète, Neil Jordan, il est irlandais, quoi. Donc c'est un mec qui est arrivé assez vite aux États-Unis, mais finalement, je trouve que la sensibilité européenne là-dedans. Je la cherche un peu. On est un peu dans du bourrinage à l'américaine, quoi. Ouais, c'est scène de théâtre, c'est n'importe quoi en termes de densité dramatique. Il y en a strictement aucune. On sait pas pourquoi il est fâché, Louis, à la fin. Je veux dire, on s'imagine qu'il était mal assis, le siège était inconfortable. Et si vraiment tu veux présenter une pièce de théâtre, tu te renseignes un petit peu sur ce qui se faisait à l'époque, parce que bon, il était irlandais, d'accord, mais moi je lui aurais conseillé de lire une pièce de Synge, par exemple. Ok. Dramaturge irlandais, un des meilleurs. Ok. Alors, je pense qu'il y a des impératifs. Enfin, après, bon, j'ai bien tapé sur Jordan et tout. Je pense qu'il y a des impératifs de studio aussi qui font que de toute façon, faut pas rentrer trop dans le. Enfin, à mon avis, ça doit être son plus gros budget, ça doit être l'une de ses plus grosses productions. Mais tu vois, Neil Jordan, il avait fait un film que pareil, j'adorais étant ado, donc Michael Collins. Et après pareil, je me suis posé la question, je me suis dit, mais est-ce que tu as un souvenir de ce film? Et en fait, non, quoi, néant. C'est des trucs. Et en fait, c'est là où tu te dis qu'un réalisateur, il sait pas faire de cinéma, parce qu'il y a des mecs que j'adorais ado qui font du cinéma qu'aujourd'hui, avec mon regard d'adulte et en ayant un peu plus de culture ciné, etc., je considère pas comme étant obligatoirement des grands cinéastes, mais qui ont quand même capacité à avoir un style, capacité à faire du cinéma. Et donc, je vais me souvenir de certains de leurs films que je re-regarderai aujourd'hui avec une certaine moquerie et un certain décalage, mais en même temps, je vais encore avoir des images, je vais encore avoir des trucs qui restent. Et parce que voilà, ils savent faire du cinoche quand même, ils savent faire de l'image. Neil Jordan, il n'y a rien qui reste, quoi. Et je trouve que vraiment, ce film, c'est ça, il n'y a rien. Delphine. Je vais pas en rajouter parce que vous avez bien tapé sur le film et j'en pense pas moins. Je peux juste, il y a un aspect que j'ai trouvé positif. C'est bien qu'il y ait un aspect positif. Pour être sympa. Kirsten Dunst, c'était Tom Cruise. Oui, bien sûr, Kirsten Dunst. Donc du coup, Kirsten Dunst qui joue Claudia, elle est. Kirsten. C'est pas facile. Kirsten. Ouais. Kirsten. C'est pas Kristen. Non, c'est Kirsten. Kirsten, ok. Attention, Thierry vérifie. Kirsten. Ok, Kirsten. Putain, mais ils me font pas confiance en plus, ça. Non, pas trop. Du coup, Kirsten Dunst, elle a 8 ans, je pense, quelque chose comme ça dans le... Pardon, je tousse. Elle a 8 ans, je crois, quelque chose comme ça dans le film, alors que dans le livre, elle est beaucoup plus jeune. Mais ça, c'est une ficelle très courante du cinéma. On peut pas faire jouer des enfants trop jeunes pour plein de problématiques. Et voilà, c'est trop compliqué. Et effectivement, elle crève l'écran. Elle est magnifique. Elle joue magnifiquement bien. Elle interprète très bien son rôle. Mais par contre, ce que j'ai noté de vraiment très bien, c'est la relation entre Lestat et Louis, donc entre Brad Pitt et Tom Cruise, et pour le coup, dans la manière dont ils se touchent, dont ils se regardent, il y a beaucoup de sensualité, et là, j'ai vraiment retrouvé Anne Rice. T'as trouvé, toi? Si vous êtes... Ouais, moi je l'ai retrouvé. Alors, moi vraiment pas. Ah ouais? Toi, tu les as trouvés froids, parce que pour le coup, moi, j'ai même été surprise qu'ils soient si proches, tu vois. J'irais pas jusqu'à dire froid. Mais alors là, c'est pareil, c'est ce que je disais à Thierry, et c'est marrant. C'est que quand je l'ai vu ado, j'avais le souvenir effectivement que c'était un film pour ça qui me perturbait un peu.
Mais c'était, du coup, ça marchait. Oui. C'était ce truc de, ah ouais, quand même, c'est une relation ambiguë et tout, machin, plus qu'ambiguë, etc. Mais, Pour le coup, je pense que c'était, mais je sais pas s'il y avait beaucoup de couples homosexuels mis en avant au cinéma dans les années 90. Donc là, c'est sur un film grand public, Ah mais non, mais clairement. franchement, Mais moi, c'était détonnant, c'était bien. en fait, je vois plus que Lestat se cherche un compagnon, mais pour avoir un bon copain, un bon copain de chasse presque, j'ai l'impression que effectivement, ce qui dans quand même le bouquin semble vraiment être un amant, quoi. Mais c'est. Alors après, encore une fois, comme toi, je n'ai pas beaucoup de souvenirs du film que j'ai vu pourtant il y a 15 jours. Mais tu vois, donc du coup, je suis même pas capable de débattre. Je vois que j'ai noté ça. J'ai noté ça. Non, mais après, je pense quand même que effectivement, en remettant dans le contexte, on est clairement sur un film qui pour le début des années 90 va assez loin. Là-dessus. Voilà, c'est juste qu'il est précipité en fait. Ils ont essayé de rentrer un livre très dense en 1 heure et ils ont c'est voulu là tout où mettre. 2 heures, mais pas en peu de temps et ils ont voulu tout mettre. 2 heures moins générique, quoi. Bon, c'est là où on va rapidement aussi faire entre guillemets notre conclusion, qui est une manière pour nous d'aborder surtout un peu les différences qu'il va pouvoir avoir entre les deux œuvres. Je pense qu'on peut rapidement dire que en fait il y a surtout beaucoup de choses, comme tu l'as dit tout à l'heure, qui ont été élaguées, qu'il y a eu un gros écrémage. Je sais pas comment vous voulez qu'on fonctionne, si on en dit un chacun qui nous a le plus marqué, ou si on va peut-être pas tous les faire, parce que ça, pas mal déjà, parce que voilà, on s'est déjà pas mal exprimé sur le sujet. Moi, dans le film, ce qui m'a vraiment beaucoup gêné, c'est la disparition complète du frère de la famille de Louis. Oui, mais en fait, il n'a pas la même histoire, parce que Louis, dans son histoire, il a perdu, dans le film, il a perdu sa femme et son enfant à naître. Ce qui est, alors qu'effectivement, dans le livre, il a une famille. Mais il n'a pas de femme. Mais Lestat aussi a son père dans le livre. Oui. Ça rend les personnages d'autant plus intéressants. Et il y a justement ces courtes phrases à propos de l'enfance de Lestat qui laissent à présumer d'un Lestat beaucoup plus intéressant que ce qu'il apparaît, que ce qu'il montre dans le reste du livre, et on n'en parle même pas dans le film. Mais c'est vrai que d'avoir éludé cette partie de ces deux personnages, pour le coup, de leur famille, et en fait aussi du coup de ce que c'est qu'être un vampire, je trouve que c'est un peu dommage. Je comprends pourquoi scénaristiquement elle le fait. Je trouve ça quand même un peu malheureux. Je signale aussi, parce que j'ai oublié de le dire tout à l'heure, que le film se présente bien comme étant entretien avec Interview with a Vampire. The Vampire Chronicles. Il est sous-titré The Vampire Chronicles. Donc je pense bien quand même qu'il y avait là-bas des objectifs de financeurs qui étaient: on va pouvoir faire les suites derrière, à mon avis. C'est certain, et c'est pour ça que Lestat apparaît tout beau tout neuf dans la voiture à la fin du film, alors que ça se passe pas comme ça dans le livre. En fait, c'est pour dire, regardez, il va revenir, il y a une suite qui arrive, qui n'est jamais arrivée, on sait pas pourquoi, mais... Ils ont fait La Reine des Damnés, ça a fait ce que ça a fait. Autre chose ? Sur le film, non. Sur les différences entre les deux. On va pas toutes les énumérer. Non, mais c'est ce que je... je pense qu'on a... moi, je terminerai juste sur aussi la fin, quand même. Ah oui. Qui est typiquement 90s, avec une reprise des Stones par les Guns N' Roses. Donc bon... ok, c'est les années 90, quoi. Alors, ok, Mais j'ai été très en colère qu'ils mettent Sympathy for the Devil par les Stones. Ouais. Parce que quand t'as la version des Stones, qu'est-ce que tu vas voir ailleurs? Ouais. Mais maintenant que tu me dis que c'est les Guns N' Roses qui chantaient je comprends mieux pour ma colère. Et surtout, effectivement, non, le truc qui est encore une fois ballot, quoi, c'est que comme tu nous l'as
très bien expliqué Delphine. La 4e partie du bouquin est plus une mini-conclusion assez ouverte, en fait. Puisque le personnage, donc on spoil à 100%, on vous l'a dit, puisque le personnage du journaliste qui a interviewé Louis pendant tout le livre décide en fait de son fait d'aller retrouver Lestat pour se faire transformer en vampire. Et dans le film, Lestat surgit comme ça dans la bagnole du journaliste pour le mordre et lui dire je te laisserai le choix quand même, hein, le choix que moi je n'ai pas eu de devenir un vampire. Et là tu dis je sais pas. Ouais, non, mais je vais rien dire parce que je vais être vulgaire, donc je pense que je l'ai déjà été assez jusqu'à maintenant. Donc on va s'arrêter là. Jingle. Est-ce que vous avez des petites recommandations, les amis ? Oui, moi j'ai une recommandation. C'est un autre. Enfin, je prends la parole. Tu poses la question, Delphine, je parle. C'est un primo-roman. C'est un auteur qui est auto-édité qui s'appelle Lucas P. Léziac et qui a écrit le Rêvoscope. Donc le Rêvoscope, c'est un roman dystopique. Ça se passe dans une Europe d'après-guerre. Le continent est tombé aux mains de dictateurs qui régissent chacun une cité. Et nous, dans la cité qu'on suit, le gouverneur qui est bien aimé, que tout le monde apprécie, surveille ses ouailles à l'aide d'un rêvoscope. C'est un appareil qui enregistre les rêves la nuit. Donc, tout le monde le sait, donc tout le monde a son petit rêvoscope et l'enclenche la nuit. Et le matin, les rêves sont vérifiés pour surveiller ce que pensent réellement les gens. Et parmi les personnages, le personnage principal, c'est un habitant qui est un ancien combattant et qui fait aucune histoire, hein, qui suit sa petite vie, qui va dans l'usine qui lui a été assignée, etc. Et un matin, en fait, il est convoqué au gouvernement parce que, apparemment, la nuit précédente, il ne s'en souvient pas, mais il a rêvé qu'il commettait un attentat à l'endroit du gouverneur. Donc voilà, ça c'est l'histoire et c'est Lucas P. Léziac, Le Rêvoscope. C'est un livre qui est très court et qui est plutôt prometteur. Donc si vous avez envie d'encourager un auteur qui débute et lui donner envie d'écrire plein d'autres romans, de nous raconter plein d'autres histoires, et n'hésitez pas. Le Rêvoscope, comme ça se prononce. Thierry. Je vais pas dire celui que je vais citer au début finalement parce que bon voilà. Les éditions de la Table Ronde viennent de faire paraître il y a quelques jours Derrière les lignes ennemies. C'est un recueil d'interviews de Jean-Patrick Manchette. 28 interviews, 28 entretiens entre 1973 et 1993, si ma mémoire est bonne. Quant à moi, en fait, je n'y ai pas du tout réfléchi et je n'ai absolument rien à vous dire. Je re-regarde en ce moment 24 heures chrono parce que ça me change les idées et que ça fait pour le coup voilà, je parlais de ces œuvres qui sont bien dans leur jus mais qui ont marqué leur époque. C'est une série qui a révolutionné la réalisation à la télévision. C'est une série qui a révolutionné la mise en image. C'est une série qui a révolutionné l'écriture scénaristique. C'est une série qui a fait partie de cette série, de toutes ces séries du début des années 2000 qui ont effectivement changé le monde de la télévision aux États-Unis et ça a donné quand même de grandes choses. Donc ça fait partie de ces séries sans lesquelles on n'aurait pas eu Breaking Bad, on n'aurait pas eu Game of Thrones, bizarrement, on n'aurait pas eu plein de choses qu'on a eu derrière, parce qu'effectivement ça a changé un peu la face de la télévision américaine. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est toujours intéressant. Voilà. Dans le prochain épisode, mes chers amis, qu'est-ce qu'on fait ? On fait La chose d'un autre monde, c'est ça ? C'est ça. Alors, c'est édité chez qui, ça, La chose d'un autre monde, monsieur Thierry ? Chez Le Bélial. Chez Le Bélial. Donc, c'est une nouvelle qui est de monsieur
John W. Campbell. Voilà. Et ça a donné 2 films. Nous, on s'intéressera à celui de John Carpenter, à savoir The Thing. Si vous pouvez avoir lu la nouvelle et regardé le film avant qu'on fasse l'épisode, bah c'est cool pour vous. Mais c'est vrai que pour ça, il faudra qu'on soit diffusé en temps et en heure. Donc on se le souhaite, on vous le souhaite et on souhaite que vous nous écoutiez. Autre chose, oui, qu'on a oublié d'aborder quand même. Entretien avec un vampire, malgré toutes les choses qu'on a dit et surtout qu'on vous a déjà tout spoilé. Si vous avez envie de le lire, excuse-moi, je te le prends. Vous le trouvez, je pense, encore assez facilement aux éditions Pocket. Oui, ils viennent d'être réédités. C'est pas très vieux. C'est 2012 quand même la réédition. Celle-ci avec les couvertures comme ça. Ouais. Ok. Donc vous trouvez bien Entretien à un vampire, donc chez Pocket. Chez Pocket, hein. C'est Pocket. Moi, je l'ai trouvé chez Cultura il y a pas très longtemps. Il y a écrit Plon aussi, je comprends jamais. Plon, c'est la même. Alors Plon, c'est l'éditeur de la version brochée et repris en poche chez Pocket. Voilà. Donc vous le trouvez sans trop de difficultés. Par contre, c'est vrai que si vous avez envie de vous faire toutes les chroniques des vampires, bah là c'est beaucoup plus compliqué puisque on ne les trouve plus toutes et que moi je me suis fait avoir comme un sagouin en pensant les avoir toutes et mes chers camarades se sont bien foutus de ma gueule. Si. Vous ne vous en souvenez pas. Quant au film, bah écoutez, il est dispo sans difficulté aussi bien en VOD. Je sais pas sur quelle plateforme il est dispo, mais je sais que vous le trouverez en VOD. Et puis sinon en Blu-ray, il a été édité. Je pense pas qu'il y ait d'édition 4K, mais honnêtement, est-ce que ça le mériterait vraiment ? Je ne suis pas sûr non plus. Faites-vous une petite loc VOD, hein. Ne vous payez pas le Blu-ray, ça n'a pas obligatoirement... Enfin, ça manquera pas trop, sauf si vous êtes des fans de Neil Jordan ou des complétistes de Tom Cruise. Je tiens quand même à préciser que j'ai une VHS du film dont je me sépare pour pas cher. Donc si vous voulez aller à la... Je vous paye pour que vous veniez la chercher. Si vous voulez aller chez Thierry, à la librairie Mauvais Genre... 6 rue Notre-Dame, 5 rue Notre-Dame à Saint-Étienne. N'hésitez pas, il y aura sans doute la VHS d'Entretien avec un vampire, mais surtout il y aura beaucoup de très bons bouquins et surtout un très bon bouquiniste à qui il arrive d'être souriant et gentil. Delphine, tes actus. Alors là, on est en train d'enregistrer au mois de mars. Je sais pas quand le podcast sera diffusé. Sachant que dans notre premier épisode, notre premier n'est pas encore diffusé, c'est voilà. Pour ça. Mais le 8 juin sort mon 3e roman qui s'appelle Le gène aux dents longues. Voilà, il est aux éditions des Lacs. C'est une histoire de vampire ? Peut-être. Je sais pas, tu nous dis aux dents longues. Je pose la question. Faut pas spoiler. Mais elle me répond peut-être. Voilà, c'est très bien. Donc voilà, il sort le 8 juin aux éditions des Lacs et voilà, il sera disponible chez Thierry s'il le veut bien et où vous voulez. Et vous trouvez toujours d'ailleurs les bouquins de Delphine chez Thierry et aussi partout dans toutes les meilleures. On reste concentré, il reste 2 minutes là. Et encore dans toutes les meilleures librairies de France et de Navarre. Sur ce, mes amis, je vous remercie d'avoir participé avec moi à ce merveilleux podcast. C'est toujours un bonheur que de travailler avec vous. J'espère que ça a été le cas pour vous aussi. Ouais, tout à fait. On se dit à dans un mois, parce que quoi qu'il en soit, on enregistrera dans un mois. On ne sait pas quand on diffusera, mais en tout cas, on enregistrera. On remercie une fois de plus notre cher Terry qui nous aide toujours pour le son. Voilà, parce qu'on est nul en technique et qu'on a besoin de Terry pour le son, et puis parce qu'il est sympa aussi. On vous remercie, vous, de nous écouter, en espérant qu'il y ait des gens pour nous écouter. Mais même si vous n'êtes que 2, on vous remercie, on vous aime, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Merci les gens. Merci beaucoup. Voilà, non, mais je leur dis de vous remercier parce qu'ils vous oublient. En fait, ils pensent qu'on fait... Non, on veut juste pas couper la parole à Maxime. Delphine et Thierry pensent qu'on ne fait ça que pour nous-mêmes. Mais en fait, ils oublient que le but est d'avoir un auditoire. Merci encore. Merci les amis, à bientôt.